Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, moi, c'est Julien. Je suis associé du cabinet Deloitte en France. Deloitte, c'est assez connu, peut-être pas suffisamment à mon goût. C'est un cabinet qui va fêter ses 185 ans cette année. D'origine française il y a 4 siècles. Puis la famille a quitté la France pour aller s'installer à Londres, créer Deloitte. Et aujourd'hui, on est le plus gros cabinet mondial de conseil. On est 500 000 dans le monde, un demi-million, dont moi, qui me suis spécialisé sur les sujets d'innovation, dont l'IA. Sujet d'innovation, et pourquoi on parle de Digital Trust, parce que le métier qu'a inventé William Deloitte il y a 185 ans, c'était le métier de la signature, la confiance, à l'époque à la plume, aujourd'hui confiance numérique. Pourquoi cette activité elle est en train de reprendre de l'essor? C'est parce qu'on est dans un monde où il est facile de synthétiser plein de choses, dont l'information. Synthétiser, donc c'est créer, générer pour être précis, et l'IA c'est la grande mode depuis 2 ans, depuis ChatGPT, c'est la génération de contenu à foison, sans limite, si ce n'est le ciel. Vous voyez, c'est à la fois un vieux sujet, l'IA, 75 ans, et en même temps, chaque jour qui passe, on découvre des nouveautés qui nous emmènent on ne sait pas où. Donc je vais essayer de démystifier beaucoup de choses qui sont dites dans les médias et qui malheureusement ne sont pas toutes justes. Donc je vais essayer de recadrer un sujet qui est, comme je le disais, ancien, mais qui bouge beaucoup. Si on revient un petit peu dans l'histoire, moi la mienne elle commence dans les années 80-90, quand je me suis mis à l'informatique. On était dans les débuts des réseaux de neurones, même si le premier il date déjà des années fin 50, le fameux percepton. Ça a commencé par de l'IA il y a très longtemps, donc à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Alan Turing notamment prédisait déjà ce qui allait se passer quasiment. Un chemin vers la mécanisation des tâches cognitives. De la même manière que dans notre belle filière, on a besoin de la mécanisation, on l'a fait dans le monde physique avec des muscles qui nous permettent de faire des choses en plus grand nombre que quand on n'avait que nos petits muscles. On vit le même mouvement avec les muscles cérébraux. Et c'est ce qu'on appelle l'exosomatisation, donc avoir un cerveau extérieur qui nous aide à voir mieux le monde qui nous entoure. Donc c'est passé d'une IA très logique, mécanique, symbolique, déterministe, à une IA un peu plus difficile à suivre parce que statistique. Donc qui est moins déterministe, comme les machines qu'on a toujours connues dans le passé, moins mécanique. On a eu la grande mode du machine learning, l'auto-apprentissage de la machine. Plus récemment, la même chose en plus profond, avec toujours plus de données, le deep learning. Et plus récemment, l'IA générative, popularisée par ChatGPT, qui existe depuis ChatGPT 2022, mais avant, ces techniques-là ont été inventées aux alentours de 2017, avec cette courbe qui est intéressante parce que c'est une échelle logarithmique. Ce n'est pas 1, 1, 1 en unité d'ordonnée. C'est des ordres de grandeur qui, à chaque fois que vous voyez une ligne, une unité, on rajoute 6 zéros à la puissance de calcul. Donc en gros, on est passé de l'époque de l'après-guerre où on faisait une centaine de calculs par seconde. Aujourd'hui, il y a 26 zéros de plus par seconde en calcul. Et c'est ça la grosse différence. C'est pas que les machines, on ait trouvé des moyens incroyables de les rendre intelligentes. C'est juste qu'elles ont cette capacité, enfin j'exagère un peu, de traiter beaucoup plus d'informations en les triturant dans toutes les dimensions et en détectant du coup des formes. Comme là je suis en train de vous regarder, mon cerveau reconnaît des formes, des émotions et va ajuster le discours. Ça marche pareil, c'est vraiment de l'imitation neuronale. Nos neurones sont en très grand nombre, nous on en a 86 milliards, chaque neurone est connecté à environ 10 000 autres neurones, donc vous faites le calcul. On a un peu d'avance par rapport aux machines, parce qu'un neurone individuellement est très bête, c'est plutôt la complexité qui naît du groupe, et c'est exactement cette mécanique qu'on cherche à reproduire avec des petits transistors, comme des interrupteurs, qui, plus ils sont nombreux et rapides, plus ils créent ce qu'on appelle l'émergence d'une forme d'intelligence. Alors, il faut démystifier.
C'est à la fois intelligence au sens de la spécialisation, notamment récemment dans le langage, c'est-à-dire la détection dans le langage de formes qui nous permettent de continuer les formes de langage. C'est très étroit comme intelligence. Nous, on a la capacité de faire le pas de côté et de trouver des nouvelles choses dans de nouveaux domaines. On a cette capacité de créativité à distinguer de la générativité. Aujourd'hui, quand on prend des spécialistes, un médecin, un avocat, un consultant, expert comptable, c'est des domaines étroits d'expertise qui sont liés à des textes. Et la machine aujourd'hui est capable, vous voyez la ligne qui est parmi les meilleurs humains de leur spécialité, là c'est un niveau de doctorat, quelle que soit la matière. Eh bien, entre juillet 2023, pas si longtemps que ça, et quasiment aujourd'hui, on est en train de dépasser le niveau doctorat sur certaines expertises, demain sur toutes les expertises, parce que la mécanique de gérer de la connaissance, c'est justement très mécanique. C'est pas ce que j'évoquais, faire un pas de côté créatif, généralisé à un nouveau domaine. Ça, l'IA, c'est pas encore faire ces pas de côté. Mais en revanche, sur un vertical, elle sait dépasser un homme, comme elle l'a déjà fait, encore une fois, dans la mécanique, dans les échecs, dans plein de disciplines, la machine dépasse l'homme verticalement. En revanche, horizontalement, c'est là où il faut aller chercher, être créatif, des zones de jeu nouvelles. Alors, je viens de vous montrer deux courbes qui très rapidement augmentent vers l'infini. Je pense qu'il faut effectivement modérer cet infini. On a déjà entrevu quelques limites qui ne sont pas si lointaines que ça. On est en 2025, d'ici 5 ans, 2030, on aura atteint certaines limites par rapport à la discipline telle qu'elle est conçue aujourd'hui. Encore une fois, ça ne prédit pas qu'on ne trouvera pas des solutions comme on l'a toujours fait quand on est tombé sur des murs, depuis l'âge de bronze, où on pensait qu'on allait mourir parce qu'on ne pouvait plus faire de bronze. On a un plafond de verre qui se dessine devant nous, que ce soit en matière d'énergie, notamment l'énergie fossile. En matière de puces, on arrive à un infiniment petit qui va être difficile à repousser. En matière de données, elles ont quasiment absorbé toutes les données du monde, donc pour continuer à apprendre, elles vont être limitées. Et en matière de ce qu'on appelle la latence, c'est-à-dire la vitesse de la lumière pour calculer et traiter l'information. Donc on a différents murs face à l'IA, plus ou moins lointains, vous le voyez, le premier c'est l'énergie. Il ne nous reste plus qu'un facteur 10 000 avant de toucher le mur. Sur les autres, on a un petit peu plus de place. Alors 10 000, ça peut paraître beaucoup, mais si je reviens à cette échelle-là, 10 000, c'est juste un échelon de plus. C'est-à-dire qu'en gros, on peut faire encore un cran de progrès avant de se prendre le mur. Alors, en quoi c'est bien et pas bien? Alors, c'est réjouissant, parce que je le disais, on a encore un petit peu de marge pour les 5 prochaines années pour voir des choses qui seront probablement tellement nouvelles qu'elles n'auront plus ces murs-là. Elles les éviteront, elles les contourneront. Parce que, je le disais en introduction, chaque jour qui passe quasiment, chaque semaine, on a des découvertes extrêmement réjouissantes sur le plan de la science, de la physique qui est derrière. Vous l'avez vu passer en fin d'année dernière, on a beaucoup parlé des IA agentiques qui passent du chat conversationnel à l'action. Agentique, c'est l'agent devient autonome, c'est-à-dire qu'il n'attend plus la conversation pour faire des choses. Il va aller se déployer comme une machine vers des actions. Vous avez vu sans doute aussi beaucoup parler de l'arrivée de la Chine dans le jeu mondial de la puissance avec DeepSeek, qui justement, si les données sont exactes, promet de moins recourir à de la puissance brute, 40 fois plus économe, 40 fois plus efficient en matière d'énergie pour éviter de se prendre le mur. Aujourd'hui, on a des marges énormes dans l'efficience des neurones artificiels, puisque aujourd'hui, pour bien les faire tourner, on parle de
mégawatts, térawatts, voire au-delà pour les très grands modèles, là où notre petit cerveau n'utilise que 20 watts en moyenne pour tourner. Donc vous voyez qu'avant d'imiter cette nature, on a encore énormément de progrès. Ça, c'est pour les bonnes nouvelles qui font qu'on pourra repousser probablement ce mur de l'énergie. Pareil, il y a des murs autour de la donnée. Aujourd'hui, une IA, pour être entre guillemets un peu pertinente, elle a besoin de millions, milliards de données. Là où nous, quand on apprend très jeune à reconnaître un chat, on voit 2 fois une image de chat et on a compris. Donc on a une marge de progrès dans l'usage des données de façon plus frugale à faire. Alors, en quoi ça nous concerne, nous, dans la filière? Eh bien, comme je le disais, à la fois, il n'y a pas un grand soir et une révolution, mais plutôt une continuité de la mécanisation qu'on a connue dans le monde physique, mais qu'on va utiliser, continuer, comme vous le faites pour ceux qui sont acteurs déjà au quotidien. À la fois, dans la chaîne de valeur, j'ai séparé la viticulture, après on parlera de la vinification et on terminera par la distribution et l'expérience. Mais si je les prends dans l'ordre, vous le voyez, là j'ai pris l'exemple d'un des membres de WineTech, qui est chouette, qui permet déjà, à partir des images, parce qu'une IA a besoin de beaucoup d'images, de faire des recoupements et de mieux comprendre l'état des sols pour les optimiser dans la gestion viticole. Donc c'est un exemple, mais il y en a beaucoup, quels que soient les pays qui se développent autour de l'aide, parce qu'on peut démocratiser un peu les capteurs. Je n'ai pas parlé des coûts aujourd'hui. Il y a le coût des capteurs et il y a le coût du traitement de la donnée. Tout ça, c'est en train de tendre vers zéro. De la même manière qu'il y a une époque, ça coûtait des millions de dollars de faire tourner une machine. Aujourd'hui, on peut faire tourner sur un smartphone plus de calculs qu'on en avait il y a 20 ans. Donc tout ça va être démocratisé pour tout type de domaine, l'usage de ces données et le pilotage en conséquence. Pareil, dans les étapes de vinification, on a de plus en plus de producteurs qui utilisent la compréhension moléculaire de l'IA, puisqu'elle est capable progressivement de comprendre les impacts d'un assemblage moléculaire sur, à la fin, les étapes de la vinification et le goût à la fin des fins. Donc là encore, ça avance doucement et ce n'est pas encore des révolutions incroyables, mais petit à petit, on va ne plus pouvoir s'en passer pour piloter toutes nos étapes. Et puis, là où on en entendra le plus parler probablement, parce que dans les 2 domaines précédents, on est sur de l'IA un peu plus traditionnelle, puisque c'est de l'IA de chiffres. Là, c'est de l'IA de lettres, au sens du langage que j'évoquais. L'IA de lettres, donc l'IA générative popularisée par ChatGPT, elle va permettre progressivement d'être le coach expérientiel et de relation client de demain, surtout si elle devient autonome. C'est-à-dire passer d'une simple conversation à l'agent qui est dans l'oreillette à longueur de journée, à qui on peut discuter, on peut tout confier et qui peut nous aider dans nos choix, dans notre compréhension, qu'on soit le distributeur ou qu'on soit le client final. Dans les 2 cas, on a accès à toute la connaissance du monde et du coup, on peut faire baisser nos coûts quand on est distributeur drastiquement. Là, c'est un graphique pour l'exemple où à T0, on est encore très dépendant des coûts de main-d'œuvre humaine qui représentent quasiment 100% en base 100, avec un surplus de logiciels parce qu'on a besoin de s'équiper de CRM notamment. Et ce coût logiciel va rester dans le futur. Et en revanche, le coût humain va disparaître progressivement puisque on entrevoit à 2035 ou un peu au-delà que beaucoup de choses seront entièrement automatisables dans la manière d'échanger du langage avec la machine. Pour l'anecdote, parce qu'on peut penser que ce que je dis est de la science-fiction, aux États-Unis, il y a une société qui s'appelle Perplexity
Vous pouvez aller la tester, hein, perplexity.ai sur Internet. Pour l'instant, aux États-Unis, Perplexity se propose en nouvelle forme de moteur de recherche, mais au lieu de vous présenter des sites de fournisseurs, il vous présente directement le résultat de sa recherche à l'intérieur des sites fournisseurs. Il va aller chercher tous les catalogues de produits, il va aller comparer tous les produits. Alors là malheureusement, j'ai pas eu une vraie démo puisqu'il n'est pas disponible complètement en France. Mais aux États-Unis, il peut aller jusqu'à passer commande à la place de l'humain. C'est en ça qu'on dit que l'agent est autonome, c'est qu'on peut lui déléguer une action de commande à la place de l'humain. Évidemment, on l'aura paramétré dans les seuils, ne dépasse pas 1 million d'euros ou je sais quel seuil, mais on peut lui confier, non pas simplement d'aller chercher des résultats, mais d'aller comparer des résultats et d'aller passer une commande derrière. Donc, cet exemple, Perplexity Shopping, qui est sorti en octobre ou novembre dernier, a aux États-Unis été très médiatisé, au point de déclencher 2 réactions. L'une de Google, qui a lancé son projet Mariner, elle n'est encore pas très populaire, mais Mariner a pour projet de remplacer tous les navigateurs de type Google Chrome par un assistant vocal à qui on parle au lieu de naviguer. L'idée, c'est vraiment de ne plus avoir à passer par des navigations laborieuses avec des choses à scroller, des claviers à appuyer, mais vraiment de confier une intention et ne plus avoir pour seul objet d'être l'attention, notamment des marketeurs. Donc on bascule dans un monde qui est le A comme agent, le A-commerce, où des agents vont négocier avec d'autres agents. A2A. C'est pas de la science-fiction. Je me perçois que je vais dépasser, donc je vais aller vite. C'est pas de la science-fiction, ça existe aux États-Unis. Google est en train de courir derrière Perplexity avec Mariner. Et la deuxième réaction, c'est OpenAI, l'inventeur de ChatGPT, qui a lancé en décembre dernier son projet Operator. Operator comme un operating system. L'idée, c'est ne plus seulement être un chat, mais d'être l'ordinateur du futur, qui sera ni plus ni moins que l'assistant personnel, le concierge, qui saura tout faire dès lors qu'il est connectable avec le monde réel. Donc, ce n'est pas une science-fiction, encore une fois, je m'arrêterai là. Ça existe, au moins dans le monde du shopping en ligne aux États-Unis. Et demain, ça arrivera progressivement en Europe, un peu plus lentement parce qu'on a des cadres réglementaires un peu contraignants, mais qui vont révolutionner au moins le dernier maillon de la chaîne de valeur du monde de la viticulture, qui est la distribution et l'expérience client. Donc voilà, je m'arrêterai là, mais c'est très enthousiasmant ce qu'on est en train de vivre parce que, encore une fois, sur 2 ou 3 mois passés derrière nous, il s'est passé beaucoup plus de choses que ces 2 dernières années depuis ChatGPT. Donc le monde bouge vite et donc il faut s'accrocher collectivement. Merci de votre attention.